Il y a un lieu que j'ai visité en rêve, une sorte de village pierreux, troglodyte, comme perdu au milieu du désert. Des silhouettes qui déambulent, quelques groupes d'enfants qui jouent ça et là. Et au milieu, sur une surface pierreuse, un écran géant qui ne diffuse rien. Ce lieu, je n'ai aucune idée de ce qu'il est, mais ce lieu, je l'ai visité 3 fois en rêve, à différents moments de ma vie. À chaque fois, il y avait ce sentiment de quiétude, de familiarité, mais surtout, à chaque fois, il était rigoureusement identique. Les mêmes arches, les mêmes pièces ouvertes, une géographie imaginaire d'une précision incroyable, comme si à chaque fois, je me connectais à quelque chose qui avait une existence propre, extérieure à moi, et dont la porte d'accès était quelque part là-dedans. Tout n'était qu'un rêve. C'est l'un des clichés les plus connus pour conclure une histoire. There's no place like home. Tout n'était qu'un rêve. Simplement un rêve. Pas plus. Dire que tout n'était qu'un rêve, c'est laisser l'imaginaire et la fantaisie bien à leur place, sans trop déborder. Parce que les rêves font peur. Ils sont l'un des derniers continents inexplorés. Une boîte de Pandore qui recèle merveilles et chaos. What are dreams? Dumb. Le rêve est quelque chose dans lequel on s'échappe, comme dans le sinistre dénouement de Braziel, de Terry Gilliam, où face à un système implacable, le héros finit par se perdre et à disparaître en lui-même, dans ses fantasmes féeriques de liberté. Mais le rêve est aussi quelque chose dont on s'échappe, le fief de l'ennemi intérieur, des ténèbres intimes qui peuvent enfin s'exprimer. Peur, pulsions refoulées, visions, passé qui hante. Le gimmick des rêves emboîtés est d'ailleurs devenu un cliché à part entière. Parce que, comment sait-on qu'on est vraiment réveillé ? Et toujours, cette terreur, ne plus savoir où est le réel. Tout n'était qu'un rêve. On a peur d'une chose au contact de laquelle on passe pourtant presque la moitié de notre vie. Un langage qu'on parle naturellement, souvent plus limpide qu'on veut bien le croire, mais qu'on choisit d'oublier, pour s'accorder tous ensemble sur une vision de la réalité. Relax, buddy. Rêver est parfois frustrant. Voilà cette immensité qui nous habite, et voilà cette immensité à laquelle nous n'aurons jamais réellement accès. Réellement ? Depuis les premiers épisodes de Camera Obscura, vous avez pu voir des fragments du travail de Patrick Bokanowski, et notamment son tout premier film, La femme qui se poudre. Bokanowski est un artiste français assez méconnu, mais qui est pourtant l'un des plus grands cinéastes du rêve. Des silhouettes mystérieuses, perdues dans un brouillard de matière. La réalité est peut-être en train de s'écrouler, peut-être que ces personnages ne sont que des images résiduelles grotesques de ce qui a été. La femme qui se poudre n'a pas de récit évident, c'est une série de visions oniriques où tout est flottant. Bokanowski, c'est un chimiste de l'image. Il utilise toutes les armes dans son arsenal pour déliter toute sensation de cette réalité. Encre de Chine, animation, prise de vue réelle, grattage de pellicule, bidouillage optique. J'étais encore autant, mais plus même, attiré vers des images non vues, nouvelles, et la fabrication des images. Et
Je me suis trouvé par une chance dans ma vie, dans mon destin, rencontrer un peintre qui s'appelait Henri Dimier. J'ai été son élève pendant 3 ans en optique, en photographie, en chimie. Et ça m'a mis sur la piste de procédés qui étaient ceux du début de la photo et du cinéma. Je suis un peu dans une dichotomie parce que j'aime énormément le film classique quand il est bien fait, mais néanmoins, mon travail et ma voix n'est pas là-dedans, dans un autre domaine. Dans ce film, tout semble noyé, loin, indistinct. Mais pourtant, bizarrement, tout est à portée de main, ultra tactile, débordant d'une matière très réelle qui se transforme en permanence. Alors, bien sûr, le cinéma est bourré de visions surréalistes, de visions oniriques. The most terrifying experiment in the history of science is out of control. Mais là où le travail de Patrick Bokanowski me parle autant, c'est parce qu'au fil de ses œuvres, il a exploré mieux que quiconque cette dualité étonnante des rêves, à la fois proches et lointains. Comme dans les nouvelles de Kafka, où on imagine beaucoup et c'est décrit, c'est à la fois décrit très précisément, mais comme on décrit l'ombre portée ou le contour. Et du coup, il y a la place à l'imagination. Tout du moins, c'est ce que j'espère. Ceci est l'une des 17 versions du tableau L'Empire des Lumières de René Magritte. Une œuvre qui nous montre une maison de nuit qui s'endort, à peine éclairée par un lampadaire, le tout sous un ciel de jour. Une aberration qui pourtant ne frappe pas dès le départ, parce que Magritte n'appuie pas ses effets, il ne cherche pas le spectaculaire. L'Empire des Lumières a l'air de saisir ce moment très particulier de l'endormissement, ce passage du monde conscient, limité, éclairé par une simple petite lumière artificielle, à l'inconscient, beaucoup plus vaste, naturel et étrangement clair. Magritte prend un malin plaisir à inverser les idées reçues. L'inconscient n'est plus associé aux profondeurs ténébreuses, mais au contraire à un ciel radieux, une vérité vers laquelle on s'élève. Et cette belle impossibilité entre nuit et jour, Magritte nous la montre de façon banale et paisible. Tout est anormalement normal. Comme chez Bokanowski, c'est là que le rêve se déploie réellement, là où le voile entre l'incompréhensible et le familier est le plus fin. Entre le proche et le lointain. C'est un peu comme ces espaces qui sont désormais appelés espaces liminaux. Des espaces banals qu'on connaît bien, mais où subtilement quelque chose se met à clocher. Comme dans un endroit habituellement bondé et joyeux et qui devient soudainement vide. Ces espaces liminaux fascinent parce qu'on y est pris entre deux sentiments opposés. Ils sont à la fois familiers et surtout complètement autres. C'est comme se tenir juste sur le seuil de quelque chose d'inconnu, dans une sorte de rêve éveillé. Et ces espaces liminaux, bien sûr, on les retrouve un peu partout au cinéma, parce qu'ils décuplent l'imaginaire et une sensation de présence invisible. Les cinéastes du rêve l'ont bien compris. C'est sur cette fine ligne que le vertige se crée. Chez eux, souvent, le montage ne montre même quasiment pas le passage entre l'éveil et le monde onirique, parce qu'on n'a tout simplement pas conscience du moment où on s'endort. Tout le miroir de Tarkovsky, par exemple, est fondé sur ce brouillage, entre la réalité, les souvenirs d'enfance et les songes. Alors, on a bien un traitement d'image différent de l'un à l'autre, mais à aucun moment le film ne donne un quelconque mode d'emploi. On ne franchit pas la porte du rêve, on s'y laisse dériver.
Ce que vous voyez là, c'est The Entity, un film d'horreur sorti en 82 qu'au passage je vous conseille vivement. The Entity. L'histoire d'une mère qui se fait harceler et violenter par une entité invisible. Un film dur, étonnant, jusqu'au boutiste. Sauf que ça, ce n'est pas réellement The Entity. Ce que vous voyez, c'est un refilmage de 10 minutes, en 99, par l'artiste Peter Cherkassky, qui a pris différents moments du film et les a complètement démembrés, malmenant la pellicule de toutes les façons possibles. L'image bégaie, se multiplie, sort d'elle-même, comme si le film lui-même était possédé. Cherkassky nous met face, en fait, au cauchemar d'un cauchemar, noyé dans une infinité de couches de matière. L'expérience est loin d'être facile, mais je vous garantis que ça démultiplie la violence ressentie face au calvaire de l'héroïne. C'est comme si Cherkassky avait raclé les images du film, comme s'il avait creusé un peu plus loin pour en extraire toute leur vraie sève chaotique. En même temps que je fabrique ces images, peu à peu je monte le film et je le monte plutôt par attraction. Alors l'attraction c'est curieux parce que c'était très pratiqué et très recommandé dans les débuts du cinéma russe. Eisenstein a écrit beaucoup de choses sur les attractions des plans entre eux. Je me sers de procédés de hasard dans mes films et ensuite je vois quels éléments comme un jeu peuvent s'attirer l'un vers l'autre. Et quand cette attraction est forte, on a l'impression d'un enchaînement logique. D'autre part, j'essaye de garder du mystère et de l'inconnu et qu'on avance dans le film sans savoir jamais où on va. Une image n'a jamais qu'une seule vie. La démarche de Camera Obscura, en fait, depuis le départ, ça a été ça. Explorer comment, selon le contexte, les images se mettent à nous révéler des aspects qu'on ne soupçonnait pas. The trick is to combine your waking, rational abilities with the infinite possibilities of your dreams. Because if you can do that, you can do anything. You know, they say that dreams are real only as long as they last. Couldn't you say the same thing about life? Le cinéma est né au même moment que naissaient les études sur la psychologie des profondeurs, à la jonction du 19e et du 20e siècle. Et ça n'a rien d'anodin. Soudain, nos images souterraines, nos rêves, dans toute leur complexité, étaient explorés sous un nouvel angle. Soudain, de nouveaux outils apparaissaient pour les faire remonter à la surface. Beaucoup pensent d'ailleurs que le langage du rêve est la chasse gardée du cinéma expérimental, mais non. Le découpage de n'importe quel film, même le plus classique, est très proche de celui d'un rêve. Bon, l'industrie a tendance à manufacturer les rêves pour les rendre accessibles, prêts à la consommation. Mais sauter d'un plan à l'autre, sauter d'une vision à l'autre, selon une logique d'idée, selon une logique d'émotion, ça nous semble évident aujourd'hui, parce qu'on est habitué à ce langage depuis plus d'un siècle. Mais fondamentalement, ça n'a rien à voir avec notre manière de percevoir le monde dans notre état éveillé. Un simple chant contre chant, c'est déjà un saut dans l'ailleurs. Dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Et on continue à repousser le langage du rêve alors qu'on le parle à longueur de temps. Ben, l'univers n'est pas fait pour le cinéma, dans le fond. Il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre pour nos idées. Toujours. Et ça, c'est vrai dans n'importe quel contexte, de n'importe quelle façon. C'est pas juste une question de cinéma indépendant versus cinéma commercial. Peu importe les images qu'on veut faire, l'univers ne veut pas qu'on les fasse.
fabrique des images est un champ de bataille. Au milieu du flux incessant, au milieu de l'hystérie visuelle, un but, faire de la place. Faire de la place et laisser vivre une précieuse poche de temps. Le temps du rêve. I'll show you a dream. Dream is a shadow. Of something real. Et le temps du rêve, c'est aussi la manière qu'ont les aborigènes d'Australie de nommer leur récit des origines. Il s'agit du temps qui nous a précédés, un mythe qui décrit le rêve comme une substance, une dimension à part entière, à partir de laquelle le monde a été créé, et à partir de laquelle on le réinvente. Pourquoi est-ce que je suis nostalgique d'un lieu qui n'existe pas ? Ceci est le dernier Camera Obscura. Merci à vous d'avoir erré avec moi. Il est temps de construire, il est temps de retourner au rêve. Est-ce que chez toi, quand tu t'endors, quand tu fermes la porte, est-ce que tu te réveilles sur une autre réalité, dans un autre réel, à travers les dimensions fuyantes de l'univers? Je viens d'Ires. Je suis né, mon corps est né du mariage du ciel et de l'ailleurs. Mes mains, comme le souvenir de 1000 existences. Mon esprit, témoin d'autres apocalypses. Est-ce que tu rêves? Est-ce que tu dors? Ou est-ce que tu te réveilles chaque nuit? Réveille-toi au plus distant de toi. Nous sommes tous nés du rêve, du pays du non-lieu. Ires l'oublié, Ires la désapparue. Tu crois peut-être pouvoir t'échapper. Tu crois peut-être que les frontières de l'impensable sont assez poreuses pour te laisser vivre à travers les royaumes de ton cosmos. Tu ne peux pas te débarrasser de la multitude, de la diffraction de ton corps, ni de son éclat le plus entier, ce qui te rend vivant. Cesse alors de babiller, baragouiner, somnoler, murmurer, ruminer. La parole est l'acte qui tue le rêve. Le geste seul le sauve. Agis donc, fais, crée. Don't.